Honorable, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos... Oui, je voudrais d'abord vous remercier, vous la presse, et vous dire que je suis satisfait du travail que vous faites tous les jours, consiste à informer le citoyen sénégalais sur ce que pensent les Sénégalais que vous visitez. Je suis, comme vous le savez, Ndane Diouf. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la Commission du développement rural du 16. Par ailleurs, je suis chef de parti. Je suis le président de la GAPSO, la Grande Alliance progressiste et socialiste. Et à ce titre, j'accepte donc de répondre à vos questions et vous remercie bien sûr d'avoir pensé à venir vers moi pour un entretien. Oui, très bien, merci Président. Alors, vous êtes chef de parti? Oui. Socialiste et progressiste? Oui, Grande Alliance, oui. Social, progressiste et socialiste, GAPSO. GAPSO, très bien. Vous êtes à Pékin? Je suis présent en tant que représentativité à Pékin, oui. Mais ma base c'est Fatick. C'est Fatick, très bien. À Pékin où vous résidez, alors se pose la question des investitures. Celle de Abdoulaye Timbo sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Alors, vous avez un avis sur la question? Ben oui, on a forcément un avis sur chaque question qui touche la politique. Abdoulaye Timbo, en tant que citoyen, peut faire partie de la liste sans aucun préjugé. Maintenant, vu sur l'angle de la morale politique et de l'éthique, il y a quelque chose à dire. Abdoulaye Timbo serait l'oncle de Macky Sall, président de la République, président de la paix, en tout cas proche, très proche de Macky Sall à ce titre-là. Cette question d'éthique et de comportement peut être évoquée sous plusieurs angles. On peut dire oui, mais alors Abdoulaye Timbo, c'est trop proche du pouvoir, pourquoi? Bon, d'autres vous diront, mais le pouvoir a besoin aussi d'avoir ces hommes qui soient proches de lui. Vous savez que le président de la République, tout président de la République d'ailleurs, a besoin d'avoir des éléments de sa famille à côté de lui pour peut-être être beaucoup plus à l'aise avec les uns et les autres. Abdoulaye Timbo étant un oncle ou un parent proche de Macky Sall, Macky peut avoir de la confiance pour lui. Et donc faire de façon que il soit dans le cercle rapproché du président de la République. Abdoulaye Timbo à l'Assemblée nationale, ben, c'est une voie sécurisée de plus. Donc, bon, je pense que nous faisons de la politique. Ce que nous cherchons, c'est être rassurés qu'on va vers des choses qu'on peut gagner. Abdoulaye Timbo est une voie sécurisée pour Macky Sall. Je pense qu'effectivement, à ce titre-là, Macky Sall peut faire de façon qu'il soit investi. Ce n'est pas le cas, parce que le président Sall, peut-être pour des raisons d'éthique morale, de comportement, aurait demandé à Abdoulaye Timbo et à son frère Alioune Sall de se retirer des listes ou de se retirer des têtes de liste. Être tête de liste, je voudrais préciser ça, ne veut pas dire être soit président de l'Assemblée nationale ou vice-président. On peut être tête de liste, même si on est élu, ne pas avoir des fonctions
au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Mais quand même, c'est une voie sécurisée pour le président de la République qui est son nom. Et c'est à ce titre-là, je pense que c'est tout à fait normal que Abdoulaye Timbo, comme d'ailleurs à Guédiawaye, M. Alioune Sall, soit dans les listes. Et quand même, on est où on fait de la démocratie totale, où on fait de la démocratie avec une certaine morale, qui fait que, bon, on évite de faire certaines choses. Bon, ça c'est une autre vue de la manière de faire de la politique. Si le Timbo et Sall estiment, je parle de Alioune, estiment que ça peut gêner le président de la République, bon, ils peuvent se retirer. Mais je ne vois pas pourquoi ils devraient quand même être obligés de se retirer. En démocratie, ces choses-là, bon, ça n'existe pas. Très bien. Président, comment est-ce que vous préparez les élections législatives? Préparer les élections législatives, moi je suis dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Je suis membre fondateur de Macky 2012, qui est la coalition du président Macky Sall et qui est donc une des composantes de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Je rappelle au passage que Benno Bokk Yakaar, c'est entre autres la coalition de Macky Sall qui est Macky 2012, la coalition d'Ousmane Tanor Dieng, la coalition de Moustapha Niasse et d'autres. Donc, dans la position que nous sommes en tant que membres de la coalition Macky 2012, membres de Macky 2012 et de Benno Bokk Yakaar, dans cette position-là, nous étudions deux possibilités ou trois en tant que parti souverain d'abord. C'est de dire, est-ce que dans la coalition, je me retrouve pour l'objectif que vise tout parti, ça veut dire avoir des élus. Ou bien, je renforce la coalition Benno Bokk Yakaar pour assurer au pouvoir un pourcentage, une majorité à l'Assemblée nationale. L'autre, ce serait de dire, écoutez, je ne suis pas pris en compte de façon à avoir des élus, je vais faire ma liste à moi. Bon, moi je suis un produit du Parti Socialiste, nous sommes formatés dans le sens du centralisme démocratique. Et le centralisme démocratique nous a appris que quand la majorité décide d'aller dans ce sens, il faut suivre. Donc, ma réponse est très simple. Si la majorité de Benno Bokk Yakaar décide que tout le monde se retrouve, qu'il n'y ait pas de liste parallèle, que tout le monde se retrouve autour de Benno Bokk Yakaar, ben, la GAPSO suivra. Très bien. Autre chose, président, actualité oblige, l'affaire Khalifa Sall. Ça vous inspire quoi? Bon, l'affaire Khalifa Sall est une affaire qui est pendante dans la justice. Et vous savez que quand une affaire est pendante en justice, il vaut mieux laisser les juges trancher la question. J'ai une idée là-dessus, mais je préfère, si vous me le permettez, ne pas trop m'avancer parce que je veux quand même, par respect à la justice, par respect à mon pays, laisser les juges, ceux qui doivent se pencher là-dessus, trancher la question. Ils sont plus informés que moi. Moi, je n'ai qu'une vue superficielle de la question Khalifa Sall. Oui. Revenons aux législatives. Oui, allez-y. Vous avez l'espoir de gagner, c'est-à-dire d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Or, la population aujourd'hui demande la cohabitation. Qu'est-ce que vous en dites? Répétez votre question, s'il vous plaît. Vous avez espoir aujourd'hui de gagner et d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et
Et après, bon, c'est-à-dire les reportages sociaux que mènent les journalistes sur le terrain, on peut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui au sein de la population demandent la cohabitation. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. C'est vrai que quand on va aux élections, c'est pour gagner. Nous souhaitons, nous, majorité, mouvance présidentielle, nous souhaitons gagner. Et nous pensons que nous allons gagner pour deux raisons. La première raison, c'est que les Sénégalais, comme vous, comme moi, nous sommes actuellement mûrs au point de ne pas voter des paroles. Nous votons aujourd'hui, le Sénégalais vote aujourd'hui, résultat, réalisation. Les réalisations du président Sall sont assez significatives au point que nous estimons que sur la base des réalisations du président Sall, nous pouvons gagner les élections législatives et les présidentielles. La deuxième chose, c'est que quand même sur le plan politique, nous n'avons pas vu des acteurs qui soient en mesure de nous faire perdre les élections. Peut-être que vous allez dire, mais ça c'est un optimisme béat. Oui, nous sommes très optimistes. Nous pensons que, parce que quand même, il faut analyser la situation politique du Sénégal pour voir de quel côté les choses vont se passer. Dakar, avec ses 3 départements, nous ne pouvons pas perdre Dakar, quel que soit ce que les gens pensent. Et nous allons le voir au sortir de ces élections. Les choses ont beaucoup changé en profondeur dans la région de Dakar. Je parle de la région de Dakar, je ne parle pas de Dakar plateau ou Dakar département, où nous savons la force politique de Khalifa et de ses hommes. Mais je dis que la région de Dakar, la mouvance présidentielle va la gagner. Ah oui? Oui, ça c'est certain. Alors, on sort de Dakar, on va à Fatick, il n'y a pas photo. La majorité écrasante dont Macky Sall bénéficie à Fatick est là-bas, intacte, quel que soit le bruit que on peut entendre. Je suis de Fatick, donc je sais de quoi je parle. Vous allez en Mbour, Ousmane Tanor Dieng va effectivement montrer sa capacité de mobilisation et l'adhésion que les populations du département de Mbour ont pour lui. Et ce n'est pas seulement en Mbour pour Ousmane Tanor Dieng. Il va non seulement avoir le département de Mbour, mais il fera mal aux adversaires au niveau de Thiès. Alors, vous allez du côté de Bambey. Aïda Mbodj est là-bas, d'accord. Nous sommes conscients de la présence de Aïda Mbodj, même si on sait qu'il a gagné les élections passées. Nous espérons que cette fois-ci, ma sœur Aïda Mbodj ne pourra pas donc remporter les choses. Alors, si nous prenons comme ça département par département, on peut expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes optimistes et les raisons pour lesquelles nous allons gagner ces départements-là. Parce que, effectivement, bon, les choses ont changé. Nous avons travaillé à changer profondément les choses. Peut-être que même que les gens ne savent pas comment. Mais les résultats des législatives vont montrer effectivement le travail, les résultats du travail profond que nous avons effectué au niveau donc, de ces départements-là. Oui, président. Alors, où est-ce que doit se trouver notre crainte? À Tambacounda? Mais Sidiki Kaba s'en sortira facilement. N'oubliez pas que Sidiki Kaba aura un renfort sous-Touré. Mon ami sous-Touré va renforcer les choses. Sidiki Kaba a déjà fait ses preuves et il a des gens qui vont renforcer autour de lui. Il s'en sortira. Quel est le département? Ah, Bignona, parce qu'il y a Baldé là-bas? Non.
Abdoulaye Baldé a intérêt à nous rejoindre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Sur le plan politique, des idées, sur le plan de trucs, il se retrouve parfaitement dans ce que nous faisons. Et je pense que Abdoulaye Baldé, un homme intelligent, va en tout cas vous rejoindre. Réfléchir 2 fois avant de ne pas nous rejoindre. C'est notre beau d'abord, nous les Fatikois. C'est notre beau-frère et nous l'invitons à rester dans la famille. Oui, aujourd'hui c'est votre beau-frère. Mais hier avec la crise, c'était votre ennemi déclaré. Qui ça? Abdoulaye Baldé. Oui, il a été, mais il y a un moment où les choses quand même se sont clarifiées. Oui. Et les retrouvailles sont beaucoup plus possibles aujourd'hui avec Abdoulaye Baldé qu'auparavant. Mais n'oubliez pas quand même que nous avons à Ziguinchor, nous avons Robert Sagna. Monsieur Robert Sagna est quand même un poids politique. En Casamance, je dis en Casamance, pas seulement à Ziguinchor, mais en Casamance. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai eu à accompagner Robert Sagna quand il était candidat présidentiel. Donc, je connais l'homme, je sais ce qu'il vaut. Donc, il a une certaine représentativité qui est assez solidement assise dans la région de la Casamance, particulièrement à Bignona et à Ziguinchor. Oui. Mais président, dans toutes les zones que vous avez citées tout à l'heure, Fatick, Ziguinchor et tout, mais il y a aussi le PDS qui est là. Le PDS, c'est le parti de la demande sociale. Oui, il y a la demande sociale que nous traitons avec beaucoup de sérieux. Et si nous pensons que nous allons gagner, c'est parce qu'au nom de la demande sociale, nous avons réalisé beaucoup de progrès. Le président Sall, la politique du gouvernement Sall, a fait face à la demande sociale avec objectivité et nous sommes arrivés effectivement à mettre beaucoup de choses en place qui résolvent de façon claire le problème de la demande sociale. Donc, je ne sais pas quel est le département que vous allez nous sortir pour dire oui, là vous êtes perdant parce que, bon, moi je suis... Mais ils sont nombreux ces départements. Par exemple. Il paraît que la demande sociale, les actions que mène le gouvernement par rapport notamment à l'aide sociale et consorts, c'est tout simplement les militants de l'APR qui qui en bénéficient, hein, on le dit. Hein. On le dit, hein. Non, ça, je puis vous dire que ce n'est pas cela. Nous avons remis des prêts à des personnes il n'y a même pas une semaine avec le ministre, Pape Abdoulaye Seck, malheureusement empêché au dernier moment et envoyé son directeur de cabinet. Mais il n'y a pas de coloration politique. C'est des gens qui ont présenté des projets, des Sénégalais comme tout le monde, et nous avons procédé à la remise des prêts pour que ces gens-là puissent travailler. Et ça se passe un peu partout. Bon, vous allez me dire non, c'est pas toujours... non, nous pensons que les Sénégalais sont au même niveau de mérite quand il s'agit de les aider pour qu'ils puissent travailler. Ce n'est pas l'APR qui va travailler le Sénégal tout seul, et nous sommes conscients de cela. Tout ce que nous faisons de sorte que les Sénégalais, que la coloration politique soit écartée et que les Sénégalais puissent en bénéficier à égalité. Très bien. Président, si on parle de développement, vous êtes président de commission de développement rural, c'est bien ça? Oui, oui. Conseil économique. Alors, il se pose la question de savoir les bailleurs étrangers qui viennent au Sénégal s'accaparer de nos terres pour faire l'agribusiness, exporter leurs produits et tout. Vous, en tant que président de commission, quel est le message que vous lancez face à cette situation? Je vais vous dire que le premier avis, quand je suis entré au Conseil économique et j'ai été aussitôt nommé président de la commission de développement rural, le premier avis que ma commission a élaboré,
c'était l'agriculture familiale et l'agrobusiness. Et donc, nous avons réfléchi déjà, ça fait 4 ans, aux conséquences du développement de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale. Mais nous avons très clairement dit, dans cet avis, nous avons dit que l'agriculture familiale, qui occupe presque plus de 40%, 50% de la population, doit être soutenue. Soutenir l'agriculture familiale, c'est aussi soutenir le foncier pour que l'agriculture familiale continue à trouver des terres pour son développement. Mais nous ne pouvons pas aussi dire que nous ne ferons pas de l'agrobusiness, parce que nous ne pouvons pas refuser le développement. Nous avons besoin d'exporter des produits agricoles. L'agriculture familiale n'est pas encore arrivée au point de pouvoir faire des productions exportables significatives. Donc, s'il y a des investisseurs qui veulent venir pour faire de l'agrobusiness, ce que nous recommandons, c'est que ces investisseurs négocient avec les populations qui sont propriétaires de ces terres, entre guillemets, puisque la terre appartient à l'État, et que les propriétaires de ces terres-là se retrouvent dans ce que va faire l'investisseur. Il ne faut pas que le paysan sénégalais devienne un ouvrier agricole. Ça, nous allons veiller, Commission développement rural, du Conseil économique et social, nous allons veiller à ce que partout où ces gens-là vont s'installer, nous essaierons de faire de façon que, par le conseil bien sûr, parce que nous n'avons pouvoir que de conseiller, par le conseil pour assister ces populations-là dans les négociations futures qu'ils auront à faire, afin qu'ils ne se retrouvent pas vraiment expropriés de leurs terres. Très bien. Donc, faisons de façon que l'agriculture familiale se développe, continue à nourrir les populations, mais pensons aussi à développer l'agriculture autrement pour que des exportations des produits agricoles puissent se faire, et c'est ça qui va aider au déficit commercial, à lutter contre le déficit commercial, à faire de façon que la balance des paiements du Sénégal puisse se porter mieux. Et le développement du Sénégal, je l'ai dit, je le répète, ne peut pas se faire sans le développement de l'agriculture en général. Développons l'agriculture en développant bien sûr l'agriculture familiale et l'agrobusiness. Ne nous arrêtons pas à l'agriculture sous pluie, pluviale. L'agriculture pluviale, pour moi, elle comporte des risques. Et il faut aujourd'hui qu'on s'oriente vers l'agriculture irriguée. Il faut que les Sénégalais comprennent que la pluie, avec les dérèglements climatiques qui arrivent, la pluie peut faire faux bond. Et en ce moment-là, on va retourner dans des cycles de sécheresse qui vont faire que la production agricole va baisser de façon drastique. C'est pourquoi j'ai fait un avis sur l'eau. Parce que pour développer l'agriculture familiale, l'agrobusiness de façon systématique, il faut la maîtrise de l'eau. Nous voulons une politique de maîtrise de l'eau qui nous permet de pouvoir faire de façon que là où il n'y a pas l'eau, nous puissions l'y amener par l'irrigation. Cette eau qui va se déplacer d'un point à un autre
va servir à l'irrigation. Mais l'irrigation pas avec les énergies polluantes. Nous voulons de l'irrigation avec les énergies propres. N'oubliez pas que le président Sall, lors de la COP 21, a pris des engagements à Paris pour diminuer la production du CO2. Et donc, nous ne pouvons pas nous engager dans le cadre de la COP 21 à Paris et puis venir ici développer une énergie polluante. Nous devons donc développer l'énergie non polluante comme le solaire, comme l'éolien, la biomasse, tout ça qui peut effectivement nous permettre de booster l'agriculture sans pour autant produire du CO2, du gaz carbonique ou du méthane. Président, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.